Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous m'avez énormément demandé depuis des années. Je reçois très souvent des messages sur Instagram me demandant quels sont vraiment les indispensables à avoir dans son placard. Et je trouve que c'est une question très pertinente parce que c'est vrai que je vous montre très souvent des retours de courses, je vous montre des semaines dans mon assiette, etc. Et le truc c'est que très souvent quand je vous montre ce que j'achète pour cuisiner, c'est pas forcément représentatif de ce que je vais utiliser ensuite parce qu'il y a énormément de choses qui viennent de mes placards. Ça me permet de vraiment garder un petit budget alimentaire, mais aussi de faire attention en termes de nutriments, de santé. Parce que c'est vrai qu'avec l'alimentation, on peut toujours réduire encore plus le budget, mais pour moi c'est important quand même de garder une alimentation complète et équilibrée, et ça passe par quelques petits trucs qui permettent d'atteindre tout ça sans forcément trop dépenser. Donc je vais vous expliquer les particularités de chacun de mes indispensables, pourquoi il est indispensable, est-ce que c'est en termes de budget, de santé, etc. C'est parti! Alors le premier élément ça va être l'algue kombu. Je le mets en premier parce que je reçois beaucoup trop de DM me demandant quelle est cette algue dont je parle de temps en temps. Donc l'algue kombu elle nous sert à quoi? En fait c'est l'aliment qui contient le plus d'iode tout simplement. Elle contient 1000 fois plus d'iode au 100 grammes que le bigorneau par exemple qui est l'aliment animal qui contient le plus d'iode, sachant que là c'est une source végétale. Et bon bien évidemment on n'en mange pas 100 grammes et par exemple moi j'achète un paquet de 50 grammes d'algue kombu pour l'année, donc ça me coûte à peu près, je crois que ça me coûte dans les 5-6 euros. On l'achète sur Casidomi. Je précise d'ailleurs que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Vous allez souvent m'entendre parler de Casidomi, de Coro, qui sont des boutiques avec lesquelles je travaille de temps en temps aussi, mais cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, c'est simplement que je vous montre mes essentiels et il s'avère que je les prends là et je vous citerai d'autres lieux aussi, bon c'est pareil, voilà, cette vidéo n'a pas de sponsor. Mais donc on achète un paquet par an sur Casidomi et ça nous couvre à peu près 50% de nos apports en iode pour l'année. Pourquoi 50%? On pourrait très bien en mettre plus, simplement parce qu'on consomme aussi du sel iodé, on consomme de temps en temps voilà, des algues nori, etc. D'autres sources d'iode dans notre alimentation. Donc avec l'algue kombu, on est sûr de combler 50% de nos besoins et avec le sel iodé, etc. on va combler le reste et ça nous permet d'avoir une bonne quantité d'iode dans notre alimentation. Notre manière de l'utiliser, c'est qu'une fois tous les 15 jours, je mets 2 cm d'algue kombu. Donc voilà, l'algue kombu séchée, elle ressemble à ça. J'en prends un morceau d'environ 2 cm ou alors je pèse pour avoir à peu près 2 grammes et je l'intègre dans un bouillon. Si par exemple on fait un curry de légumes, si je fais cuire des légumineuses et que je vais manger le bouillon avec, l'important c'est vraiment le bouillon et pas l'algue en soi. Une fois qu'on l'a utilisée, qu'on l'a mise dans notre bouillon pendant à peu près une demi-heure, une heure, enfin ça dépend le temps de cuisson, l'iode est vraiment parti dans l'eau du plat que l'on a fait et il n'y en a plus vraiment dans l'algue, donc on n'est même pas obligé de la manger si on n'aime pas les algues. Et sachant que dans tous les cas l'algue kombu n'a pas vraiment un goût d'iode, elle donne pas un goût marin comme l'algue nori ou le wakame par exemple, donc c'est intéressant pour ça aussi et ça permet aussi de mieux digérer les légumineuses, ça peut être un autre avantage qu'il y a dedans, mais voilà pour ça. Donc on fait ça une fois tous les 15 jours. Si on voulait que ça couvre 100% de nos besoins, on le ferait chaque semaine. Deuxième indispensable, de la fécule de maïs, donc là c'est celle de marque distributeur. En termes de santé ça n'a pas vraiment d'intérêt particulier, mais c'est surtout que c'est très pratique dans les gâteaux, c'est très pratique dans plein de recettes, pour faire des sauces un peu épaisses dans les mijotés asiatiques, etc. c'est très très bon. J'utilise aussi pour paner, par exemple si je fais du tofu pané, ça va être très sympa. Voilà, pour moi c'est un indispensable dans ma cuisine. Ça veut pas dire que j'utilise tous les jours, mais je pense qu'il y a au moins une fois par semaine où j'utilise de la fécule de maïs. Troisième indispensable dans mes placards, ce sont les amandes et les noix. Ça je me dis vraiment que dans les retours de courses que je fais, c'est vrai que j'en achète pratiquement jamais, déjà parce que je les prends en ligne, mais en vrai ça me dure assez longtemps, j'en prends des grosses quantités. Là j'ai aussi mes noix, bon j'ai bientôt fini le paquet, j'avais pris des noix déjà cassées en fait, puisqu'elles étaient beaucoup moins chères que les noix intactes. Et généralement pour moi je les concasse, dans tous les cas c'est pour mettre dans mes salades ou parfois dans des gâteaux, dans des brownies, dans des cookies. Tandis que les amandes c'est plus pour manger comme ça, donc des fois j'en mets dans des gâteaux, mais généralement c'est pour mettre dans mes porridge, ou si j'ai un peu faim par exemple et qu'on ne mange pas avant une demi-heure et que j'ai une petite faim, je vais manger quelques amandes, ou pour le goûter, ou si par exemple j'ai mangé un repas un peu léger en protéines le midi, je vais intégrer quelques amandes plus tard. Enfin voilà, j'aime bien équilibrer comme ça. J'en mange pas tant que ça, mais j'en ai toujours à la maison et j'en mange régulièrement, mais des petites quantités.
Le truc hyper indispensable dans ma cuisine, c'est l'huile d'olive. Vraiment, je cuisine, je pense 99% de mes plats à l'huile d'olive. C'est très rare que j'utilise autre chose. Quand j'utilise autre chose, ça va être par exemple de l'huile de sésame pour donner du goût si je fais du riz frit ou ce genre de choses. Ou parfois, c'est soit quand j'ai plus d'huile d'olive, soit quand il en faut beaucoup dans une recette. Je vais utiliser de l'huile de tournesol parce que ça coûte quand même moins cher que l'huile d'olive et quand vraiment j'en mets une grosse quantité, j'ai pas forcément envie de mettre toute mon huile d'olive dedans. L'huile d'olive c'est hyper intéressant parce que c'est neutre en rapport oméga 3, oméga 6 on va dire. Et dans notre alimentation on a tendance à manger beaucoup trop d'oméga 6 et c'est notamment à cause des sources de matières grasses qu'on utilise. Par exemple l'huile de tournesol contient beaucoup d'oméga 6 par rapport à la quantité d'oméga 3. Et donc soit on peut intégrer de l'huile de colza dans son alimentation qui contient beaucoup d'oméga 3, les huiles de lin, les huiles de noix, etc. J'en ai aussi un petit peu, j'en utilise de temps en temps. Mais c'est vrai que l'avantage de l'huile d'olive c'est que ça fait quelque chose d'assez neutre et après par les autres sources d'oméga 3 que je vais intégrer dans mon alimentation, ça me permet d'avoir un très bon rapport sur ça, sachant que dans tous les cas, nous on prend des compléments d'oméga 3, DHA, EPA à base d'algues qu'on prend de temps en temps, on n'en prend pas toutes les semaines mais de temps en temps on en prend et voilà, comme ça on est sûr d'avoir tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Quelque chose qui est entré dans notre routine depuis environ 1 an, c'est la farine à pizza. Pourquoi? Alors bon, déjà pour faire des pizzas, mais on n'en fait pas si souvent que ça, mais ça nous arrive. Mais surtout pour faire du sétan. Cette farine-là, elle a 14 grammes de protéines. Et en fait, avec les farines qui ont plus que 12 grammes de protéines, les farines de blé hein, bien sûr, pas les farines de sarrasin, de pois chiches, etc. Avec la farine de blé, on peut faire du sétan. Et j'en fais à peu près tous les 15 jours. Vous avez une vidéo sur ma chaîne si jamais ça vous intrigue. Parce que vraiment, ça nous fait une excellente source de protéines. Dans le sétan, vous avez à peu près 25 grammes de protéines au 100 grammes et c'est très économique, c'est à peu près de l'ordre de 40 centimes la portion de 100 grammes. Donc ça nous permet de nous faire des assiettes hyper protéinées et vraiment délicieuses. Le sétan c'est extrêmement bon, surtout celui à la farine lavée. Et on se fait comme ça des assiettes hyper protéinées quand on rentre du tennis. Ça permet, bah voilà, avec 100 grammes de sétan, on accompagne avec des pâtes, des légumes, etc. Et on a 40 grammes de protéines dans l'assiette, donc vraiment un très bon ratio. Le lait de soja non sucré et de préférence je le prends toujours enrichi en calcium. Celui-ci est aussi enrichi en B12 et en vitamine D, mais ça pour moi c'est un détail parce que je me complémente en B12 donc j'ai pas forcément besoin que le lait que je consomme en contienne. Pourquoi le calcium? Parce que le lait que je consomme le plus c'est le lait d'avoine et le lait d'avoine que j'adore c'est celui de Coro qui n'est pas enrichi en calcium. Donc quand je prends du lait de soja, sachant que je l'utilise très rarement comme ça, généralement c'est plutôt pour faire mes omelettes de pois chiches, je mets toujours un peu de lait de soja dedans, pour faire des préparations, des gâteaux, ça permet d'enrichir en protéines. Vous avez 33 grammes de protéines dans cette brique et ça permet aussi de venir ajouter du calcium du coup dans notre alimentation, même si on en a d'autres sources dans ce que l'on mange, mais c'est vrai que les produits enrichis c'est intéressant et vu que malheureusement les laits d'avoine que je consomme le plus n'en contiennent pas, bah je me rabats sur le soja, donc ça j'en achète pas tant que ça. Je pense qu'on en consomme 2 ou 3 briques par mois de lait de soja non sucré. Voilà, c'est vraiment dès qu'on en a besoin pour des préparations. Ensuite nous avons le lait d'avoine. J'adore le lait d'avoine, c'est mon lait préféré pour les cafés. Je trouve que c'est vraiment ce qui remplace le mieux le lait de vache. Enfin je trouve ça même largement meilleur que le lait de vache dans les boissons chaudes, végétales. Le lait d'avoine que je consomme est en rupture. Du coup généralement ce que je fais quand il est en rupture sur Coro c'est que j'en prends sur Casidomi. J'ai mal géré ma commande Casidomi, j'en ai pas pris assez puisque on a reçu pas mal de monde, on a servi des cafés au lait, etc. Et du coup j'ai dû aller en acheter en supermarché. C'est assez rare que je le fasse parce que on fait nos courses à pied, on n'a pas de voiture, donc c'est pas pratique de se rajouter des briques de lait d'avoine, etc. C'est pour ça que tout ce qu'on peut se faire livrer et quand ça coûte pas plus cher de se faire livrer, on le fait. Mais donc là, on n'a pas eu le choix. J'ai dû en prendre à Leclerc en même temps que le lait de soja. Alors l'avantage du Alpro, c'est qu'il est enrichi en calcium et également en B12, vitamine D, etc. Il est vraiment bon, c'est le lait d'avoine que j'aime bien en supermarché. Si je le prends pas régulièrement, c'est parce qu'il coûte beaucoup plus cher que les laits d'avoine que je trouve sur Coro et Casidomi. Alors mon grand amour vraiment dans la cuisine, c'est la levure nutritionnelle. J'adore ça, je l'achète par paquet de 500 grammes. Il en existe avec ou sans gluten, ça dépend si elle est maltée ou pas. Celle-ci n'est pas maltée, mais honnêtement j'aime bien les deux. Généralement j'aime bien quand les flocons sont petits et là c'est celle de Coro que j'aime énormément. Ça a de base énormément d'avantages d'un point de vue nutritif. C'est vraiment pour ça que ça s'appelle levure nutritionnelle ou des fois ça s'appelle levure diététique aussi, parce que de base c'est très riche en protéines, c'est riche en fer, c'est riche en vitamines du groupe B, c'est excellent pour la pousse des cheveux et des ongles d'ailleurs, mais personnellement si je l'utilise c'est surtout
surtout pour le goût, c'est vraiment très très bon. Je saurais pas vraiment comment décrire le goût, enfin c'est, je sais pas, ça a un goût un petit peu fromager, c'est pour ça que c'est souvent utilisé pour remplacer le parmesan dans la cuisine végétale, parce qu'on mixe ça avec des amandes ou avec des noix de cajou et on le met sur ses pâtes et vraiment ça fait une petite poudre mais super bonne, enfin c'est très bon, ça donne vraiment ce petit goût umami, vous savez, qui est une des saveurs intéressantes qui fait que souvent on adore les produits, on ne sait pas décrire pourquoi, mais il y a un truc qu'on trouve très bon, et bah ça dispose de ce goût, c'est comme, je sais pas, les oignons grillés à la sauce soja, ça a une saveur umami, bah ça a aussi une saveur umami. Je vous recommande d'en avoir dans votre cuisine et c'est vraiment intéressant pour l'aspect protéines aussi, non pas qu'on en consomme des giga portions, enfin on mange pas 100 g de levure maltée comme ça à la cuillère, mais ça permet, quand vous voulez manger un petit peu plus de protéines ou un peu plus de fer par exemple, ou un peu plus de zinc, enfin voilà, c'est très riche dans tout ça, vous en ajoutez un petit peu sur vos pâtes, vous en ajoutez dans vos sauces salades, c'est trop bon dans les vinaigrettes et ça permet d'enrichir un petit peu votre alimentation. C'est vraiment à ça que ça sert à la base, mais c'est aussi très très bon au goût. La crème de soja sous forme de petites briques, vraiment c'est très pratique. Moi j'aime beaucoup celle de Leclerc, de la marque distributeur, c'est une des moins chères et je trouve aussi qu'elle est vraiment très bonne parce qu'elle est plus épaisse que certaines qu'on va trouver en magasin bio. C'est vraiment pour ça que je prends tout le temps celle-là. Ça coûte 1,60 € les 3 petites briques, sachant que je sais pas, on n'en achète pas chaque semaine mais on en achète régulièrement. Je m'en sers pour faire des petites sauces, par exemple des mayonnaises un petit peu allégées, je m'en sers pour mettre dans les pâtes, je m'en sers pour faire aussi, pour remplacer les œufs dans la quiche aussi, je mélange de la crème de soja avec de la levure maltée et ça donne une super texture. Et voilà, j'utilise après dans plein de trucs, par exemple pour mettre de la crème dans les épinards, etc. Le goût est assez neutre, c'est crémeux. Moi j'aime bien le combiner avec de la levure maltée parce que ça fait vraiment une espèce de crème fromagère. Et je vous recommande de tester, sachant que si vous ne consommez pas de soja par exemple, vous pouvez très bien prendre de la crème d'avoine, de la crème de riz. Je trouve que c'est pas aussi bon, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent aussi. Ça paraît hyper simple d'en parler parce que évidemment c'est logique, beaucoup de gens ont ça comme basique, mais ça permet vraiment de faire des recettes économiques, d'improviser des repas avec les fonds de placard. C'est bien évidemment tout ce qui sert de féculent dans les repas. Donc bon, nous un grand classique c'est les pâtes, on mange quand même beaucoup de pâtes et de riz, hein, c'est comme beaucoup de monde. Le riz je l'achète en paquet de 5 kg, donc on mange beaucoup de riz rond pour les risottos, pour faire du riz à sushi, et on mange beaucoup de riz basmati. Ça vraiment voilà, c'est des bases, on en fait très souvent. Après on mange un peu moins mais ça fait partie de nos bases aussi. Du couscous, là on en a plus mais on en achète souvent. Le quinoa c'est très rare qu'on en achète. Vraiment il y a ce cliché des véganes qui mangent des tonnes de quinoa, mais je pense que vraiment je dois acheter un paquet de quinoa par an qu'on mange parce que des fois ça permet de varier un peu des pâtes ou du riz, mais c'est pas du tout ce qu'on mange le plus. Et sinon on mange pas mal de patates aussi, vraiment les pommes de terre, ça on en a très souvent dans les placards aussi. Ça se conserve pas aussi longtemps que le riz ou les pâtes, mais ça se conserve longtemps quand même. De temps en temps des patates douces, enfin, voilà. Là je vous montre vraiment les produits un peu secs, je vous montre pas les produits frais, même si bon les patates c'est pas hyper frais non plus, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et également c'est pareil, c'est pas une base de mon alimentation, je dois en acheter 1 ou 2 paquets par an. Je prends des substituts on va dire de féculents à base de légumineuses. Donc par exemple là c'est des risottis de pois chiches, donc c'est comme des espèces de grains de riz à base de pois chiches. On va avoir aussi les pâtes de légumineuses, moi généralement je prends à base de pois chiches, c'est ce que je préfère. Et ça je les prends chez Coro, je suis très difficile en pâtes de légumineuses, riz de légumineuses. Parce que je trouve que ça peut très vite être un peu pâteux et pas très bon, et là je trouve qu'ils sont vraiment bons. À mes yeux c'est pas aussi bon que du vrai riz parce que vraiment j'adore le riz, mais ça passe bien dans plein de recettes, c'est sympa, et quand vous voulez un peu compléter votre apport en protéines ou manger plus de légumineuses après le sport ou ce genre de choses, je trouve que c'est vraiment pas mal pour ça. Nous avons ensuite le tahini. Alors c'est vrai qu'au niveau des purées d'oléagineux, j'en consomme, je consomme de temps en temps de la purée d'amandes, de noix de cajou, etc. C'est pas non plus dans mes indispensables, je peux très bien ne pas toucher à ma purée d'amandes pendant des mois et des mois. Par contre le tahini c'est vraiment pour moi la purée d'oléagineux qui est indispensable dans mes placards. Ce qui tombe bien parce que c'est aussi l'une des moins chères quand même, donc ça c'est pratique. Et j'utilise pour faire des houmous, pour faire des crèmes de lentilles, des crèmes de haricots blancs, etc. On peut très bien faire un peu comme un houmous mais avec d'autres légumineuses. Je l'utilise aussi tel quel. Alors ça peut déconcerter parce que le tahini c'est de la purée de sésame, je sais pas si j'ai précisé. C'est de la purée de sésame vraiment mixée qui fait une espèce de crème, enfin c'est très très bon. Mais ça a une petite amertume, quand on n'a pas l'habitude ça peut paraître bizarre. Mais c'est vrai que moi j'aime bien cette petite amertume. Donc je le mets par exemple, ce matin je me suis fait des tartines sur lesquelles je mets directement du tahini. Je mets du sel, du jus de citron et j'ai mis des petites tomates
tomates séchées et c'était un petit déjeuner parfait. Je suis adepte des petits déjeuners salés et vraiment je vous recommande d'en avoir. Il y en a des très mauvais en magasin bio, il y en a que j'aime pas du tout. Ceux que je trouve très bons, c'est ceux qu'on trouve en boutique orientale et j'aime beaucoup aussi celui-ci de Coro. Vraiment, je sais, c'est dur à croire que la vidéo n'est pas sponsorisée, mais c'est là que je prends beaucoup de trucs. Et l'avantage du coup de la purée de sésame, c'est que c'est plutôt riche en protéines. Alors on s'en sert pas comme ça, mais ça a 25 grammes de protéines au 100 grammes. Après vous en mangez pas 100 grammes généralement, mais c'est aussi très riche en calcium. Avec une cuillère de tahini dans votre vinaigrette ou sur votre tartine, vous allez avoir à peu près 20% de vos apports en calcium de la journée, donc c'est excellent. Et après, c'est riche en fer, etc. Enfin, en zinc, en plein de trucs qui sont très intéressants pour la santé aussi. Mais par contre, c'est riche en matière grasse. Vous avez 60 grammes de matière grasse dedans, donc ça sert en fait de source de matière grasse dans votre alimentation aussi. Alors ensuite on a tout ce qui est sauce tomate, concassé de tomates, passata de tomates. J'aime bien les sauces tomates déjà cuisinées comme celle-ci napolitaine avec des oignons et des carottes dedans. C'est pratique quand vous n'avez pas le temps de faire un petit peu revenir votre sauce tomate parce que le concassé tout seul c'est un petit peu acide quand même. Généralement il faut casser un peu tout ça en mettant un peu de sucre, en mettant des petits légumes, en mettant du bouillon, enfin des choses dedans qui donnent un bon goût. Donc c'est vrai que quand j'ai la flemme je vais utiliser des sauces tomates déjà cuisinées avec des petits légumes dedans, par exemple pour faire une pizza de flemme ou pour faire des pâtes à la sauce tomate avec du tofu ou ce genre de choses, voilà, ça va être pratique. Et ça c'est plus pour mettre dans mes currys ou dans mes plats qui mijotent un peu plus longtemps. Ensuite, catégorie très importante dans notre alimentation, ce sont les légumineuses. C'est pas cher, c'est hyper intéressant d'un point de vue nutritionnel. Vraiment, les légumineuses, ça va être le moyen de faire les repas les moins chers possibles sans forcément trop se prendre la tête. Et il faut simplement apprendre à faire de bonnes recettes avec parce que ça peut avoir une image un peu tristoune, d'espèce de ragoût où on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Mais en fait, on peut faire des choses excellentes avec. Par exemple, là j'ai des haricots blancs. On peut faire un excellent curry de haricots blancs au lait de coco. J'ai la recette sur ma chaîne. Vous avez été très nombreux à la refaire et à découvrir vraiment cette légumineuse grâce à la recette. Donc je vous mettrai dans le petit truc qui s'affiche là, vous pourrez cliquer si vous voulez aller voir cette recette parce que c'est excellent. Après j'ai aussi des pois chiches, là j'ai des lentilles corail. Généralement, bon j'ai bientôt fini, j'ai quelques sources de légumineuses, j'achète des gros paquets et une fois que j'ai fini mes paquets, je change. Donc par exemple là quand j'aurai fini les lentilles corail, je vais peut-être passer aux lentilles brunes ou aux lentilles blondes. Bon les pois chiches j'en ai un peu tout le temps en vrai parce que c'est vraiment un classique ici, mais par exemple dès que j'aurai fini les haricots blancs, je prendrai sûrement des haricots noirs ou des haricots rouges. Enfin j'aime bien varier comme ça. Après celles-là je les achète en ligne pour les prendre en gros conditionnement, mais des fois je vais acheter des pois cassés aussi. Par exemple dans ma dernière semaine dans mon assiette j'avais acheté des pois cassés que j'ai utilisés sur la semaine pour faire une soupe de pois cassés et puis c'est parti assez vite. Après j'ai fait de la panisse de pois cassés et en 2-3 repas on n'en avait plus, donc voilà, ça peut partir très vite aussi. Et j'en achète aussi en conserve, comme ça permet dès que j'ai la flemme de cuisiner pour faire un houmous express des pois chiches déjà cuits. Et ça c'est un produit assez intéressant que j'ai pas tant consommé que ça mais que je garde pour les jours de flemme. C'est du chili sin carne à base de haricots noirs et non, haricots rouges avec du sétan dedans et donc vous avez une petite brique comme ça et vous avez 1 à 2 portions de chili sin carne. Donc une portion si vous le mangez tout seul comme ça, par exemple je sais pas avec un peu de pain, ou vous avez 2 portions si vraiment vous l'accompagnez avec du riz et des légumes. Et voilà, ça peut être pratique pour avoir une source de protéines, un peu de flemme pour un soir où vous n'avez pas le temps. Nous avons ensuite le lait de coco, grand indispensable ici. Non pas qu'on en mange tout le temps, mais des fois j'ai vraiment envie d'un plat réconfortant d'hiver au lait de coco comme un curry ou un saté et il faut vraiment du lait de coco pour ça. Donc on n'en mange pas toutes les semaines, mais j'en ai toujours à la maison. La petite astuce, je vous en avais déjà parlé, c'est de le congeler sous forme de glaçon. Dès que vous avez ouvert votre petite brique, ça se congèle très bien en fait. Si par exemple vous n'avez pas besoin de manger l'entièreté de la canette, ça peut fonctionner. Et généralement je préfère les canettes comme ça de lait de coco, enfin les boîtes en métal, que les petites briques, vous savez, parce que celles-ci sont plus grasses, donc en fait il y a plus de lait de coco dedans, c'est plus riche, vraiment le lait de coco est meilleur et ça peut permettre d'en mettre moins aussi pour réduire le budget et manger plus de protéines. Bon là je l'ai pas encore mis dans un bocal, donc j'en ai un giga sac comme ça que je conserve dans un placard. Mais donc là ce sont des protéines de pois texturées. Vous avez littéralement 60 grammes de protéines au 100 grammes. Donc ça veut dire que vous pouvez vous en mettre des portions de 30 grammes par personne et vous avez déjà plus d'une quinzaine de grammes chacun de protéines, sachant que vous pouvez augmenter si par exemple vous faites du sport et que vous voulez de plus grosses portions de protéines. Les protéines de soja texturées, j'en ai aussi, c'est moins cher
cher que les protéines de pois. C'est l'une des sources de protéines les moins chères du marché, hein, les protéines de soja texturées. Mais c'est vrai que je trouve que les protéines de pois c'est plus tendre. Et vu que je consomme quand même pas mal de soja avec le tofu, etc., bah, j'aime bien varier tout simplement mes sources de protéines. Non pas que j'ai un problème avec le soja, vraiment pour moi le soja c'est un excellent aliment pour la santé, mais c'est tout simplement intéressant de varier, de profiter des bienfaits de différents aliments. Donc le soja, le pois, les légumineuses, le sétan, etc. Les noix, ça va vraiment être des sources diverses de protéines. Très intéressantes. Vous avez plein de recettes sur ma chaîne avec des protéines de pois, des protéines de soja. Je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo dédiée sur comment cuisiner les protéines de pois, un peu comme je l'ai fait pour le sétan et comme je l'ai déjà fait pour le tofu, pour vous donner plein d'idées pour cuisiner tout ça, parce que je sais que des fois on se retrouve avec ce petit truc sec là et on sait pas trop quoi en faire. Mais déjà tapez mûres et noisettes, protéines de pois texturées, vous avez déjà des recettes sur ma chaîne qui vont apparaître, que vous pourrez refaire, mais je vous ferai un truc dédié un jour. Quand on fait des soupes, des mijotés, des currys, même quand je fais par exemple mes blanquettes ou ce genre de choses, enfin mes blanquettes de protéines de pois texturées par exemple, j'aime bien ajouter du bouillon dedans. Donc avant j'utilisais des cubes de bouillon de légumes, on peut très bien utiliser ça, ou de la poudre de bouillon de légumes. On peut aussi le faire soi-même maison avec ses épluchures de légumes. Et là par contre j'achète ce mélange en magasin asiatique. C'est un bouillon pour assaisonner la soupe au poulet qui est 100% vegan, parce que souvent les odeurs etc qu'on va associer à certains plats avec de la viande viennent vraiment de l'assaisonnement. Et c'est vrai que là ça sent vraiment l'odeur de soupe au poulet, enfin vraiment ça sent ça, mais parce que dedans il y a des aromates etc que généralement on met avec le poulet, donc on associe ça au poulet. Mais c'est vrai que des fois je le montre dans mes vidéos sans faire exprès, et les gens sont en mode ah tu manges pas de viande, mais par contre le bouillon au poulet ça y va hein. Alors que non, ça contient pas de poulet évidemment. Je sais lire une composition. Alors bon, en termes de... Celui-là c'est pas le plus clean hein, de bouillon en termes de composition. Moi ça me dérange pas personnellement, parce qu'on en met de petites quantités et que clairement cette grosse boîte elle me tient à peu près 2 ans. Donc vraiment c'est pas une giga quantité de produits transformés etc. Mais après si vous voulez des trucs avec des compos plus clean, ça existe aussi. Voilà, ça c'est à chacun de faire ses choix par rapport à ce sujet là. Un autre indispensable dans ma vie c'est la sauce soja, et j'ai justement fini ma bouteille de sauce soja hier. J'achète régulièrement des bouteilles de sauce soja d'1 litre, donc là j'en ai recommandé, ça devrait arriver dans quelques jours. Et en attendant, parce que oui je cuisine presque, je pense que peut-être pas tous les jours mais presque tous les jours j'utilise de la sauce soja en cuisine pour des légumes, pour faire sauter des trucs. C'est vrai que nous on adore ça. Et là je vais utiliser du coup en attendant de la sauce tamari, sachant que le tamari c'est comme la sauce soja sauf que c'est sans gluten, mais c'est un petit peu plus cher. Donc souvent je l'achète pour quand j'ai des invités qui mangent sans gluten, comme ça je peux cuisiner 100% sans gluten pour qu'ils puissent manger sans gluten, parce que la sauce soja il n'y a pas énormément de gluten dedans, mais il y en a, donc si quelqu'un est intolérant ou allergique ça peut quand même lui poser un problème. Alors que le tamari c'est aussi une forme de sauce soja mais sans gluten. Donc voilà, là j'utiliserai ça, mais je vais essayer de pas utiliser toute la bouteille parce qu'elle est pas donnée, donc voilà. Mais tamari, sauce soja, c'est à peu près pareil. Et si vous êtes allergique au soja ou que pour une raison ou une autre vous ne voulez pas en consommer, il existe une sauce qui s'appelle Liquid Aminos qui ressemble à la sauce soja, mais il me semble que c'est fait à base de noix de coco, mais que ça n'a pas de goût de noix de coco. C'est un peu le même principe que la sauce soja, sauf que c'est sans soja. Voilà. Si jamais vous cherchez un substitut, par contre il me semble que c'est quand même plus cher que la sauce soja classique. Nous avons ensuite tout un stock d'épices, mais on va dire que sur les principales, celles vraiment que j'utilise le plus souvent et que je rachète le plus souvent, c'est le curry, le paprika doux et le cumin. Il y a aussi l'ail en poudre, mais là je n'en ai plus, et quand j'en ai plus du coup j'utilise de l'ail surgelé, vous savez. Mais pareil, l'ail en poudre je trouve que c'est très pratique pour donner du goût. Et également ce sera pas un indispensable pour tout le monde, mais le saté, nous on adore ça. C'est pas vraiment une épice, c'est un mélange en fait d'ail, de piment, de cacahuètes, et c'est très très bon. Voilà, on l'utilise un peu comme pour faire nos currys. Des fois au lieu de faire un curry on fait un saté, pareil avec du lait de coco, avec des légumes. On accompagne ça de tofu frit par exemple, c'est excellent avec du riz. Enfin, c'est un de mes plats préférés honnêtement. Bon c'est pareil, le saté ça n'a pas une compo incroyable, mais c'est pas grave, c'est une petite quantité de temps en temps. Ça représente pas la majorité du plat en fait. Enfin, là on a un paquet de 250 grammes. On va mettre vraiment très longtemps à l'utiliser, c'est quelque chose qu'on utilise sur à peu près 1 an je pense, voire plus.
Pour les herbes, j'en ai pas tant que ça dans mon placard, généralement je vais les ramasser comme ce matin où je suis allée ramasser du romarin et de la sauge parce que en Provence c'est vrai qu'on a la chance d'en trouver assez facilement, mais sinon c'est vrai que les herbes, je trouve ça important pour cuisiner aussi, pas autant indispensable que les épices, mais c'est vrai que j'adore quand même. J'en achète pas souvent, mais dès que j'ai du persil ou de la coriandre ou quoi, enfin je suis toujours contente d'en ajouter un peu partout. Et au congèle, généralement j'ai de la ciboulette, mais ça rentre pas dans les placards, donc j'en parlerai dans une autre vidéo. Et pour le dernier truc, ou je devrais dire les derniers trucs indispensables dans ma cuisine, ce sont les graines, on va dire. Donc pour ma part, celle que je consomme le plus souvent, en tout cas en ce moment, ça va être les pignons de pain. Enfin j'en mets pas des quantités énormes non plus parce que ça coûte cher, mais j'aime bien en mettre un petit peu partout. Les graines de chanvre décortiquées, ça c'est excellent pour les oméga 3. Et bon après c'est très riche en protéines, en fer, etc. Enfin comme beaucoup de trucs que je vous ai montré ici, comme beaucoup de trucs que je garde dans mes placards finalement. Même si ça pour le coup je le garde au frigo pour que ça conserve les oméga 3. Et ça j'en mets un peu partout, sur mes salades, sur mes plats. Ça vient toujours ajouter voilà, un petit boost de protéines, mais surtout d'oméga 3. Très important d'avoir des sources d'oméga 3 dans son alimentation. J'ai longtemps cru que j'aimais pas les graines de chanvre parce que les premières que j'ai achetées avaient un goût vraiment horrible. Et j'ai fini par en racheter après des années. Vraiment ça m'avait dissuadée d'en racheter tellement j'avais pas aimé la première fois. J'ai regoûté et j'ai trouvé ça super bon, super doux. Donc je pense que c'était juste un problème. J'avais dû acheter un paquet de graines de chanvre rances, enfin j'en sais rien, mais c'était pas très bon. Alors que là elles sont vraiment excellentes. Et en autres graines qu'on consomme beaucoup, ce sont les graines de sésame noir. Qu'on met généralement quand on fait du riz gluant. Enfin, voilà. Sur nos plats à base de riz, on aime bien en mettre quand on fait des pokéballs, etc. On aime beaucoup, comme le tahini, très bonne source de calcium, etc. Même si c'est des petites quantités, enfin, quand on en met 5-6 grammes dans son assiette, ça fait pas non plus une giga différence, mais sur le long terme, les petites pincées de ceci, de cela, ça finit par s'accumuler et faire des petites bombes de nutriments. Et donc c'est tout pour mes 20 indispensables, même si vous le voyez j'ai un peu triché quand même, je pense que j'ai au moins 40 trucs sur la table. On va dire que j'ai fait des catégories, mais c'est pour ça que parfois quand on me demande, quand on est vegan et qu'on me dit mais si tu manges pas d'œufs, tu manges pas de poulet, machin, mais tu manges quoi? Et je me dis je sais pas, je retire littéralement une dizaine d'aliments que je mangeais fréquemment avant et je mange des centaines de trucs différents, vraiment il y a des tonnes d'aliments dans l'alimentation végétale qu'on peut consommer et il y a des tonnes de trucs avec des bienfaits incroyables pour la santé. Il y a plein de petits trucs qui sont de super astuces pour économiser. Qu'on soit vegan ou non, on peut très bien intégrer ces choses-là dans son alimentation, même quand on est omnivore. Manger des oléagineux, manger des protéines de pois texturées, des protéines de soja, ça permet de diminuer le budget, de faire son sétan maison. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut intégrer. On peut quand même bénéficier de tous les bienfaits de ces aliments végétaux. Donc voilà, c'est tout pour mes indispensables. Il y en a encore plein d'autres, mais je voulais pas non plus faire une vidéo qui dure 3 heures. Je pense que celle-ci doit déjà durer bien assez longtemps. Et n'hésitez pas à me dire quels sont les indispensables de vos placards pour une cuisine végétalienne, s'il y a des choses vraiment qui vous permettent de diminuer le budget. J'ai fait le tour des miens, donc j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, qu'elle pourra vous aider peut-être pour organiser vos prochaines courses ou vos menus, sachant que voilà, c'est pas ce que j'achète chaque semaine, encore une fois. La plupart des trucs que j'ai là, je les achète 1 fois par an ou 2 fois par an. Et voilà, c'est tout pour moi. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Lorsque vous mettez un commentaire, ça soutient énormément mon référencement aussi. Et si vous ne voulez rien manquer de ce qui va suivre, sachant que j'ai pas mal de vidéos autour du budget, de l'alimentation prévues prochainement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sors une vidéo tous les 5 jours, donc voilà. J'ai aussi un podcast sur lequel j'ai 4 épisodes pour le moment et un compte Instagram sur lequel je poste quotidiennement en story. Je poste très souvent des petites idées repas, ce genre de trucs, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est Mûre et Noisette sur toutes mes plateformes dans tous les cas. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans environ 5 jours. Ciao ciao!